Donc, bonjour à tous, moi c'est Amélie, je suis développeuse full stack depuis environ 6-7 ans. J'ai commencé plutôt avec une préférence côté front avec Angular et puis après j'ai découvert PHP Symfony et puis Python Django. J'ai toujours travaillé dans le domaine du médical, c'est un domaine qui me portait à cœur et je trouve ça passionnant. Voilà, ça fait maintenant 5 ans que je travaille chez Innovacom et depuis un an je suis lead dev et manager de l'équipe de téléradiologie. Ça représente une équipe d'une dizaine de personnes que je profite de remercier parce qu'ils ont aussi participé à cette aventure. Côté hobbies, j'adore la danse, j'en fais depuis toute petite et j'adore tout ce qui est un peu côté créativité avec la couture ou le montage photo, le montage vidéo. Et moi, c'est Geoffrey. C'est un slide un peu plus... plein de trucs. Ça fait 10 ans que je suis sur le secteur de Rennes en tant que développeur. Donc, j'ai commencé dans une start-up là, dans l'immobilier, sur des technos Java. Je me suis perdu après dans une SN à faire de la presse chrétienne. Et c'est des API pour envoyer la Bible sur des applications mobiles. C'était marrant, en polonais. Bref, je me suis repenti, je suis allé dans une coopérative vétérinaire ensuite, chez un client final, où j'ai fait du DevOps et du .NET. Puis j'ai passé mon temps dans 2 ESN, une première où j'ai fait du dev, puis Scrum Master et chef de projet. Il fallait tester des trucs. Dans le télécom, donc Python, Spring, puis enfin ESN encore, dans plutôt le secteur immobilier, côté TypeScript. Voilà. Maintenant, je suis depuis 2024 chez Innovacom, donc chez un éditeur de logiciels médical. Donc c'est bien, ça fait plein d'expériences. Donc je suis polyvalent, je peux intervenir sur plein de couches de l'application, mais je suis expert en rien, donc ça a des avantages et des qualités. Côté hobby, tennis, je passe pas mal de temps au tennis. D'ailleurs, il y a des gens ici qui vont dire que je passe trop de temps parce que je fais plus aux soirées. Mais, donc voilà, je passe pas mal de temps au tennis, entomologie. Je voulais être une sorte de Indiana Jones des insectes, aller chercher des insectes en Amazonie. Après, on m'a dit que c'était bac+8, bac+12, donc j'ai fait bon, peut-être arrêter. Et zytologie, mixologie. Donc zytologie, c'est pour éviter de mettre bière en fait sur le slide. Je trouvais ça un peu plus classe, mais non, en fait, ma compagne va racheter dans 3 jours un bar, donc je vais l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Donc voilà, c'est de mes passions. C'est parti. Donc voici le temple de la téléradiologie. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, quelques mots sur Innovacom. Innovacom, c'est la filiale e-santé du groupe Orange. En gros, on développe des solutions vraiment pour permettre au numérique d'être dans le domaine de la santé, pour permettre aux professionnels de santé de se focaliser sur ce qui leur tient à cœur, c'est-à-dire le soin aux patients. Ça représente 600 collaborateurs, Innovacom, ça existe depuis une vingtaine d'années et c'est présent dans 3000 établissements hospitaliers. Les domaines clés de l'entreprise, c'est l'interopérabilité. Qu'est-ce que c'est? Ça permet aux différentes solutions de santé de pouvoir communiquer entre elles. La téléradiologie, dont on va parler plus en détail aujourd'hui. La télésanté, on peut penser par exemple à tout ce qui est téléconsultation derrière ça. Et l'imagerie médicale pour tout ce qui est stockage, visualisation d'images médicales. Qu'est-ce que la téléradiologie? C'est un service médical d'interprétation à distance pour toutes les structures de santé, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer passer un IRM, un scanner au CH de Rennes, mais il n'y a pas forcément de radiologue de dispo, donc ça peut très bien être un radiologue situé à Marseille qui va interpréter vos images. Plus concrètement, comment ça se passe niveau workflow? D'un côté, on a les établissements de santé. De l'autre côté, on a les téléradiologues, donc des radiologues situés à distance, et on travaille en particulier avec le groupe TMF Santé. TMF Santé pour Télémédecins de France, donc qui est vraiment un partenaire avec Innovacom qui va nous permettre de construire une solution qui sera très adaptée à leurs besoins. Donc il y a une demande de prescription, d'examen médical qui est passée auprès de l'établissement de santé. Suite à ça, il va y avoir une demande de protocole qui va être réalisée. Donc l'établissement de santé va contacter le téléradiologue situé à distance pour lui demander quel type d'examen il va devoir réaliser pour le patient. Le radiologue visualise cette demande de protocole de son côté avec la prescription qui a été envoyée par le médecin et va donner son accord, plus le protocole à réaliser. Ensuite arrive le jour J, le patient arrive dans l'hôpital et va passer son IRM ou son scanner. Une fois les clichés réalisés, ils vont être transmis via une demande d'interprétation au radiologue toujours situé à distance. Le radiologue va pouvoir visualiser ces clichés via des visualisateurs, des viewers, et va pouvoir produire son compte-rendu structuré et faire un retour à l'établissement de santé.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait une première application de la téléradiologie qui était déjà présente depuis quelques années. Voilà à quoi elle ressemble visuellement. C'est une liste de travail, une worklist, qui est sous forme d'une seule page, dans laquelle on retrouve tout ce qui est demande de protocole, demande d'interprétation. C'est une application qui existait déjà depuis quelques années, qui commençait à devenir un peu difficile à maintenir. Elle commençait à être un peu vieillissante aussi visuellement. Et l'architecture, elle n'était plus du tout adaptée au fait qu'il y ait de plus en plus d'établissements à utiliser l'appli, la solution. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de refaire vraiment une nouvelle application avec les technologies du moment, avec une architecture beaucoup plus robuste. Et pour ça, on a décidé d'utiliser Angular pour le front, Python Django pour le back, PostgreSQL pour tout ce qui est base de données, et le tout orchestré par Kubernetes. Voilà à quoi ressemble la toute nouvelle application. Donc, on a toujours une liste de travail. Alors, c'est quand même plus joli. C'est beaucoup plus joli. Cette fois-ci, c'est un peu plus structuré. On a différents onglets à protocoler, à interpréter. Au moins, tout est bien distingué suivant le travail que doit réaliser le radiologue. Et puis, vous pouvez aussi visualiser l'historique de ce travail avec l'onglet protocoler et interpréter pour retrouver ce qu'il a pu déjà faire auparavant. On a un système de filtre qui est un peu commun à toutes les worklists qui va permettre au radiologue de pouvoir rechercher plus facilement des éléments. Et on a aussi une zone à droite qu'on appelle la preview. Donc, quand l'utilisateur, le radiologue, clique sur une des lignes de la worklist, ça affiche une zone à droite avec les éléments clés, comme les données du patient ou l'image qu'il va devoir interpréter. Voilà. Un autre élément clé de l'application, la page d'interprétation. Donc, c'est vraiment ce qui permet au radiologue de pouvoir rédiger un compte-rendu. Donc, on retrouve les différents champs qui vont structurer le compte-rendu, que ce soit indication, technique, résultat ou conclusion. Et il va retrouver également sur la zone à gauche tout ce qui va être prescription, donc ce qui a été demandé par le médecin, comme là on a radio conventionnelle. Mais il y a également plein d'autres fonctionnalités. Donc l'objectif, c'était de migrer tous les établissements qui utilisaient l'ancienne solution vers la toute nouvelle, la toute neuve. Voilà. Ça représentait quoi? Ça représentait 124 sites. La migration, elle a commencé en octobre 2024 et elle devait se terminer en octobre 2024. Alors, en octobre 2024, il y a d'abord eu 2 sites qui ont été migrés, puis 7, puis après on peut voir qu'on a un petit laps de temps. Ça a permis de vraiment continuer à développer les petites briques fonctionnelles qui pouvaient être manquantes, de pouvoir avoir des premiers retours, parce qu'il y avait seulement un groupe d'experts de radiologues qui avaient accès à l'application, donc on peut nous permettre d'avoir des retours et vraiment de construire l'appli pour correspondre au mieux à leurs besoins. Une fois toutes les briques fonctionnelles manquantes, on a pu reprendre vraiment les migrations en mars 2024 avec un bon petit rythme. On était à 5 établissements par semaine de migrer. Donc voilà, on s'est dit en octobre 2024, on sera prêt avec ce rythme-là, tout va très bien se passer. Sauf qu'en avril 2024, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. En août 2024, ouais, yes. Et bien, que se passe-t-il? Il semblerait que des bruits proviennent du temple de la téléradiologie. Donc voici notre application. Et les utilisateurs, donc ça rame, non? Oui. L'appli est plantée, c'est très lent, c'est bloqué, oui, il y a un coup de mou. Bon, c'est pas ouf rassurant. Et là, explosion, nuage, fumée, et notre bande d'explorateurs se retrouve devant une bêche béante dans le temple de la téléradiologie. Donc il va falloir aller explorer ce petit souci. Premier réflexe de développeur, ne pas croire les utilisateurs finaux. Globalement, bon, ça rame, non, enfin, je pense que c'est le réseau. Et se connecter à l'application en prod et constater. Donc voici une simulation de ce qui se passait. Donc sur le côté, on voit la preview ici, qui va globalement charger de temps en temps bien, de temps en temps moins bien. On voit qu'il y a des temps de latence et des choses qui sont un peu, voilà, c'est assez aléatoire. Donc là, par exemple, on voit ça rame, clairement. Donc juste pour une preview pour quelques données. Donc pas rassurant parce qu'on est quand même dans le médical, il faut qu'on puisse voir les dossiers rapidement et les infos aussi rapidement. Donc effectivement c'est lent, il faut donc aller voir de plus près dans ce temple de la téléradiologie. Donc voici les 5 pièces que nous allons explorer, qui correspondent aux 5 problématiques que nous avons définies. On retrouve les 2 super aventuriers. Voilà, Geoffrey, on est dans le temps. Ouais, c'est à mi-chemin entre Indiana Jones et Dora l'exploratrice, mais... Voilà. C'est parti, je vais essayer d'aller voir ce qui se passe dans cette première pièce. Alors, qu'est-ce qu'on a regardé en premier? La chose la plus facile, on se connecte sur l'application et on va aller voir ce qui se passe côté front. Les pistes, on veut essayer de voir si c'est seulement certaines fonctionnalités qui sont lentes ou alors c'est la panique et c'est vraiment l'application totale qui rame. Le premier outil qu'on va utiliser, vraiment le truc le plus facile, on va regarder dans la console du navigateur qu'est-ce qui se passe.
Qu'est-ce qu'on voit? Déjà, c'est plutôt rassurant. On n'a pas des requêtes en masse, on n'a pas de requêtes inutiles. À chaque fois qu'on clique sur un bouton, on voit bien qu'on a un appel API, mais ce n'est pas non plus des choses qui arrivent en masse. Côté graphique, pareil, on voit que ça prend un petit peu de temps, mais il n'y a pas non plus des spinners dans tous les sens. Ça semble plutôt correct et plutôt rassurant. Sauf que quand on commence à regarder un petit peu plus en détail, y a des choses qui commencent à nous inquiéter, comme on voit le fait qu'il y ait 2 secondes de temps de réponse sur certaines API, et c'est vraiment plutôt aléatoire, c'est toutes les API qui semblent toucher. Et encore plus inquiétant, pour une même API, là on a vraiment un historique où c'est tout le temps la même chose qui est appelée, et un coup ça va prendre 600 millisecondes, après ça va prendre 2 secondes, repasser à du 700 millisecondes, pour repasser sur du 2 secondes, c'est hyper aléatoire, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Et du coup, on regarde ça un peu en disant bah zut, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on a vu côté front? Ça ne semble pas être le coupable, en tout cas. Par contre, toute l'appli semble impacter, toutes les fonctionnalités, et c'est vraiment plutôt un peu partout ces lenteurs. On va pouvoir ressortir de cette salle. Yes, moi, pendant ce temps-là, j'explore la piste aussi Kubernetes. Je vous avoue que moi, devant Kubernetes, je suis un peu comme ça. Je suis un développeur, je ne connais pas trop ça. Donc, je m'interroge un peu sur ce qu'on va pouvoir faire là-dessus. Et pas de panique, parce qu'en regardant derrière, plus au fond de la pièce, on voit des DevOps qui sont là. Oui, c'est un DevOps. Je n'ai pas trouvé mieux pour... J'ai un DevOps. Donc voilà, avec les DevOps, on décide c'est du Kubernetes, donc de booster les nodes, donc mettre plus de CPU, plus de RAM, d'ajouter des pods. On passe de 2 pods back à 10 pods. Et d'essayer de trouver des métriques, donc vraiment scale classique, quoi. Donc on laisse un peu l'équipe DevOps de ce côté-là pour travailler sur ce sujet. Donc en résumé, on a fait un petit peu de front, on a fait un petit peu de Kubernetes, et en vérité, ça, on n'a pas résolu de problème. Pour l'instant, c'est un peu toujours pareil. Donc on est en train de courir partout, sauf que pendant ce temps-là, la prise en charge des patients elle est ralentie et des vies même peuvent parfois être en jeu. Donc on a quand même une certaine pression derrière. Le support est super sollicité, ils reçoivent plein d'appels parce qu'ils se disent pourquoi ça ne marche pas quand je clique sur ce bouton-là, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et les WhatsApp des PO aussi sont sollicités. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment qu'on essaye de définir un plan, qu'on essaye de structurer un peu tout ça. Parce que là, on avance à l'aveugle, on n'a aucune piste pour le moment, mais on sait que les lenteurs se calment, c'est pas tout le temps. Donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on essaie déjà de comprendre, de reproduire, d'analyser, et puis ensuite, on pourra agir. Et donc, comprendre. On a la chance, quelqu'un avait installé Greylog à l'époque, donc une gestion centralisée des logs, qui nous permet de collecter des logs depuis des serveurs, des apps, du réseau, faire des dashboards interactifs pour visualiser l'activité, faire des recherches rapides, des filtrages, du monitoring, du debug, et faire des alertes personnalisables sur des événements critiques. On est content aussi puisqu'il est installé sur tous nos environnements, donc on a des environnements de CI, de dev, de test, de pré-prod et de prod. Concrètement, Greylog, à quoi ça ressemble? C'est un gros moteur de recherche où on va pouvoir chercher dans les logs. Donc là, en soi, ça ne va pas nous aider beaucoup. Mais ce qui est cool, c'est que quand on regarde un log de plus près, on voit des choses intéressantes, et notamment le request time. C'est une donnée qui remonte de nos bacs Django. Et ceci va, avec une petite pipeline, pouvoir nous sortir un chiffre exploitable. Et donc, on va pouvoir faire des dashboards pour mesurer l'activité de nos API. Donc là, on voit, par exemple, tout en haut, le chiffre, on est en temps moyen à 1 seconde. Sur le chiffre en bas, on est sur 100 000 requêtes sur une période de 10 heures. Et sur un temps max, à 36 000 secondes. C'est lourd pour une API. Bon, par la suite, on va voir en fait que c'est des téléchargements d'images qui prenaient autant de temps, donc pas d'inquiétude. Donc voici un diagramme d'activité de nos API en prod. Donc temps moyen 1 seconde 41, enfin 1,04 secondes, 1,3 million de requêtes, donc ça c'est sur la semaine. Et on a un temps max de 132 millisecondes, ce qui est énorme, vraiment. Mais comme je disais, c'est vraiment des téléchargements d'images qu'on peut aussi télécharger les studies, on appelle ça, donc c'est vraiment les scans, les IRM. On voit des pics. Donc en jaune, c'est la courbe qui correspond au nombre de requêtes, et en bleu, c'est le temps moyen. Donc on voit que effectivement, quand c'est en haut en jaune, quand c'est en haut, c'est en haut en bleu aussi. Donc l'activité va impacter directement le temps. On voit aussi des gros pics de téléchargement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi pouvoir voir un petit peu les jours d'activité. Donc on voit que le vendredi, ça charge pas mal.
Le samedi, dimanche et le lundi de Pâques, c'est plutôt calme, donc moins d'activité. Et le mardi, mercredi, ça reprend. Donc ça nous donne aussi une sorte de pattern d'activité. Et donc voilà, si on a fait aussi cette version-là en tâche asynchrone, donc on va savoir on a des API, mais on a aussi de l'asynchrone. Donc ça nous permet aussi de valider que ça nous prend aussi du temps et on a aussi les mêmes patterns côté asynchrone. Tac. On peut analyser le pattern de charge des API. Donc quand on va regarder de plus près le nombre de requêtes, hop, on va voir qu'on a à peu près tout le temps la même chose. C'est-à-dire de 6h30 à 11h30, on est en train de monter en activité. On a un petit creux, la pause du midi, jusqu'à 14h. Et de 16h30, on a encore un petit pic. Et jusqu'à 18h, on va monter. On va redescendre ensuite jusqu'à 20h30. Donc ça nous permet vraiment de voir un petit peu l'activité de nos API. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut mettre en lien nos plaintes utilisateurs. Donc là, on voit que l'appli est plantée. Effectivement, à ce moment-là, on était en pleine activité et ça mettait 1,8 secondes à répondre. Donc là, on voit aussi que c'est bloqué, oui, effectivement, à 17h48. Donc à 18h, nous, on est en charge 2,6 secondes à répondre. C'est très lent, 10h22, pareil, on voit que, on mettait 2,2 secondes à répondre. C'est chouette, grâce à cet outil, maintenant on a réussi à définir un pattern de charge, on arrive à mettre en relation la charge et les plaintes des utilisateurs, et on a un historique du trafic, donc on peut mieux se préparer à savoir, là peut-être que l'application va être lente, c'est normal, on risque d'avoir des plaintes. Hop, donc c'est cool, au moins on a un petit outil à mettre dans notre sacoche. Hop. Donc il faudrait reproduire. Mais comment reproduire? Ça serait bien de pouvoir donc reproduire cette activité pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Donc réponse A, missionner l'entièreté de la boîte pour cliquer frénétiquement partout sur l'appli. Pourquoi pas, hein, ça va prendre beaucoup de gens. Réponse B, attendre tout simplement que les utilisateurs se plaignent. Oui, bon aussi, pourquoi pas, ça peut être une solution. C, simuler la charge avec un super outil s'appelant Locust. Ou alors D, la réponse D. Forcément. À votre avis, c'est pas du tout ciblé. Donc effectivement, c'est la réponse C. Et c'est le prochain outil, c'est Locust, donc on a mis en place. Locust, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de test de charge open source qui est écrit en Python et qui est scriptable. Donc ça tombe bien parce que notre équipe fait du Python, donc pas de montée en charge, en compétences nécessaires pour notre équipe de dev. On peut directement écrire nos scripts. Donc ça permet d'écrire des scénarios en Python. Il y a une petite web UI intégrée, donc on peut suivre les tests en temps réel. Et pour le cas d'usage, c'est pour les API REST, les sites web, les applications back-end. Donc le but, c'est de simuler des milliers d'utilisateurs virtuels pour tester les performances d'une application. Donc voici un exemple. Donc c'est simplement un script Python qu'on met sur un cluster cube et magie, globalement. Ici, vous avez la web UI donc, de Locust. Donc, ça va permettre en fait, d'exécuter un test de charge. Donc, on a le nombre d'utilisateurs, le rang qu'on veut mettre, le pas en fait, d'utilisateurs qu'on veut mettre, le lost et quelques options supplémentaires qu'on peut en fait, définir. Quand on lance cette application-là, on va voir du coup donc en haut le temps de réponse, enfin le RPS, ça s'appelle donc le request per seconde. Au milieu, vous avez le temps de réponse des API et en bas, vous avez le nombre d'utilisateurs. Donc on peut faire des paliers sur des temps plus ou moins longs pour un peu tester et voir comment nos API répondent. Donc on voit qu'à partir d'environ 40 utilisateurs, 50 utilisateurs, on commence à avoir des API qui mettent de plus en plus de temps à répondre. Et on a un super détail, du coup, Locust, une fois qu'il a lancé ses tests, de chaque API. Donc là, on ne faisait pas voir grand-chose, mais si on zoome un petit peu, donc là, on était sur 10 utilisateurs sur 6 minutes. Si on zoome un petit peu, on voit qu'il y a des API, notamment les filtres, qui mettent 9 secondes à répondre en temps moyen. Donc le filtre, c'est vraiment tout en haut de la worklist. En gros, quand on va se connecter sur la page d'accueil, ça va charger les filtres. Et donc, il faut attendre 9 secondes que les filtres se chargent pour avoir la liste. C'est un poil long. Et notamment, ce qui est marrant, c'est qu'on voit que c'est surtout le filtre des radiologues qui met du temps. On a aussi des bonnes surprises, entre guillemets, enfin, on se contente de ce qu'on a, des temps de moyens de 600 millisecondes, 700 millisecondes sur certaines API, donc on dit, ok, celles-ci, ce n'est pas des priorités, on va travailler sur celles qui mettent vraiment le plus de temps à répondre.
Sur d'autres parties, on voit aussi ici d'autres API, par exemple le chargement, la preview typiquement, qui met 14 secondes à répondre en temps moyen et 11 secondes. Donc on peut vraiment avoir des temps très élevés. Et enfin, d'autres tests qui nous ont un peu perturbés, c'est le health check. Il pouvait aussi mettre du temps à répondre. Quand on envoyait en masse le health check, à force, on avait 600 millisecondes de temps moyen de réponse, sauf qu'un health check, c'est pas censé mettre autant de temps. C'est ce qu'appelle Cube pour savoir si on est en vie. Donc assez problématique aussi. Donc c'est chouette parce que grâce à Locust, on a pu réussir à reproduire les lenteurs de la prod sur un autre environnement. Donc on va pouvoir essayer de reproduire et aussi de mieux comprendre ce qui se passe. On a un aperçu des API les plus longues, donc peut-être qu'on va pouvoir se concentrer là-dessus et essayer de creuser ce qui se passe pour ces API-là. Et donc du coup, maintenant, on sait un peu plus vers quoi s'orienter. Et puis, on a un nouvel outil à mettre dans la sacoche. Donc on a réussi à analyser les pistes rapides, le health check. On a envie de savoir un peu pourquoi celui-ci il prend un peu plus de temps à répondre. On va essayer de regarder ça. Et pour le reste, je pense qu'il faudra qu'on creuse un peu plus encore. Donc là, il nous reste 3 pistes pour agir. Le réseau, la base de données et le produit. Yes. Eh bien, je rentre dans une nouvelle pièce, encore avec nos potes DevOps. Donc sur le réseau, on dit, c'est bizarre, le health check il met du temps, est-ce que ce ne serait pas le réseau où il y a de la lenteur? Il nous propose des pistes en fait, en disant que effectivement, il y aurait peut-être des lenteurs DNS internes Cube. Donc un problème de résolution de nom, il aurait du mal à trouver des différents services. Donc on a du Celery, on a du Redis, on a plein de choses. Bon, c'était pas ça, clairement, on a passé un peu de temps, mais c'était pas côté Cube. On a une perte de log aussi, on se rend compte que des fois le health check il répond, et pendant peut-être 5 minutes, on n'a plus de log de health check, et ensuite on a du health check. Donc on ne se comprend pas trop non plus. Et en fait, c'est une erreur de captation de log. Globalement, en fait, il y avait des logs qui étaient activés sur un nœud et pas sur un autre, et en fonction des requêtes, elles passaient soit sur un, soit sur l'autre, donc on avait des soucis. Donc ça nous a permis un peu de stabiliser aussi notre récupération de log. C'était pas complètement perdu, mais globalement, le réseau, on s'est paumé là-dedans, quoi. On a fait le front, on a fait Cube, on a fait le réseau. À ce stade, on n'a toujours pas fait le code. On est toujours en train de dire, c'est peut-être les autres. Et bon, on va voir la base de données, parce qu'on ne va pas encore faire le code. La base de données, elle est sur Postgre. On se demande toujours s'il faut passer du temps dans le code et que, en fait, le sujet, qui ne serait pas simplement du côté base de données. En fait. On va ajouter un index et puis tous nos soucis vont s'envoler. Oui, un développeur a du mal à se remettre en question, clairement. Eh bien, l'objectif, c'est de trouver des quick wins, de cerner le problème. Donc, on va essayer d'augmenter les perfs du serveur base de données. On va mettre plein de CPU, plein de RAM, on va dire, on va booster le truc. Non, ça n'a pas marché, aucun gain. On va essayer de monter toute la base de données en RAM disk, vraiment tout chargé, on va dire ça va vraiment soulager tout le problème. Aucun gain, pareil, ça n'a pas marché. Donc on n'a aucune métrique de base de données disponible non plus, on ne sait pas quelles sont les requêtes les plus lentes, quelles sont les requêtes les plus appelées. On est un peu aveugle, mais on a moyen quand même d'activer des logs. Donc l'opération est plutôt simple, c'est pendant la pause du midi, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, il y a une petite baisse d'activité. Donc on peut s'autoriser, il n'y a pas complètement une baisse d'activité, il y a encore un peu d'activité, mais pas trop. Donc pendant la pause du midi, on active les logs des requêtes pendant 2 minutes, et avec un petit script Python, on récupère tout et on voit ce qui se passe. Et magie, le script Python nous sort ceci. Et là on voit que sur 2 minutes, avec on va dire 20 utilisateurs, on a fait 88 000 requêtes, soit 44 000 requêtes par minute. C'est un petit peu beaucoup. The floor is on fire. Donc là, la piste des index, elle est un peu écartée pour le moment. On se dit, ça ne sert à rien de regarder les index tout de suite, on va peut-être regarder le code, pourquoi on fait autant de requêtes. Donc on sort de cette petite pièce et on va dans la suite. Là, je crois qu'il est temps d'y aller. On a fait Angular, Kubernetes, le réseau, Postgre. Et il ne nous reste plus qu'une chose à aller voir, le back-end. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On a vu qu'on faisait beaucoup trop de requêtes et il fallait qu'on fasse une action côté produit. On a fait un workshop, on a réuni toute l'équipe parce que l'équipe est dispatchée entre Rennes et Bordeaux. Donc là, on a dit cellule de crise, on se retrouve tous et on discute un peu de tout ça. Donc on s'est tous réunis à Rennes et puis on s'est dit, on va essayer de prendre les fonctionnalités principales, celles qui sont les plus utilisées par les développeurs.
On a fait des petits groupes de 2-3 personnes. Chacun avait en charge de regarder un peu chaque fonctionnalité, chaque API clé, et de voir un peu ce qui se passait côté code. Du coup, on s'est concentré au début sur l'étude de la preview, parce que ça, on voyait que ça prenait du temps à charger, et puis c'est plutôt un élément simple, ça récupère juste normalement quelques données nécessaires pour visualiser ce qui se passe dans le dossier. On a utilisé Silk, c'est un outil qui est disponible dans la librairie Django, donc c'est un middleware Django pour profiler les requêtes HTTP, suivre les requêtes SQL, et puis ça va nous permettre un peu de mieux voir un peu ce qui se passe niveau perf. Comment ça marche? C'est très simple, il suffit de l'installer dans notre code, dans les middleware et puis dans les install apps. Silk qui va interpréter toutes les requêtes et il va les analyser et il va nous donner une petite interface sur /silk où on va pouvoir visualiser un peu tout ce qui se passe. Voilà à quoi ressemble l'interface de Silk. Donc on peut voir toutes nos requêtes, les posts, les guests sur les différentes API. On voit le temps passé dans la base de données et le nombre de queries et le temps que ça a pris pour répondre. Petit point de précaution, c'est quelque chose qu'il faut installer uniquement sur nos environnements de dev test parce que ça peut impacter les perfs, donc ne pas installer Silk en prod. Bon, il est temps de regarder un peu ce que ça donne Silk sur nos API. Donc là, on a l'API du preview, on voit qu'on a 95 queries, alors que normalement c'est juste censé récupérer quelques données. Donc ça semble énorme et on prend presque une seconde. Première piste, est-ce que cette API ne retournerait pas un peu trop de choses? Eh bien si, on a du coup redéfini un peu les besoins. En fait, cette API a retourné un peu tout l'objet télédossier, donc vraiment des choses qu'on n'avait pas forcément besoin. Donc on s'est dit on va faire une API preview, ça va être une petite vue rapide qui va ressembler uniquement quelques infos. On a fait une API historique, en gros si on clique sur un bouton, eh ben, on viendra récupérer les informations nécessaires pour cette API-là, alors qu'avant elle était chargée dès le début alors qu'on n'en avait pas besoin, on ne l'affichait pas. Donc c'est des choses toutes simples qui paraissent évidentes, mais au final qui n'étaient pas forcément mises en place, ce qui a permis d'avoir moins de charges en BDD, moins de complexité côté client. On avait des API qui étaient très définies et qui avaient un usage bien précis, et du coup c'était déjà plus facile à maintenir. Donc là, on a 80 queries. Suite à cette action, on est passé à 42. C'est mieux, mais c'est toujours pas ça. Quand on regarde un peu plus en détail ce qui se passe, toujours avec Silk, on voit qu'on a plein de selects identiques. Donc là, pareil, on multiplie les requêtes alors qu'en fait, ce n'est pas nécessaire. Et côté Django, il y a des solutions qui sont mises en place, comme le Select Related, qui va pouvoir permettre de récupérer en une seule fois les éléments. Donc au lieu d'aller chercher à chaque fois pour les steps tous les labels de chaque step, on va les récupérer en une seule fois pour les one-to-one. Et pour les many-to-many, on a le Prefetch Related, pareil, dans le framework Django. Et donc là, on était à 42, et maintenant on passe à 10. C'est déjà beaucoup mieux. On passe de 300 millisecondes à 160 millisecondes. Ça, c'est un petit tableau des mesures des perfs qu'on a pu mettre en place entre l'itération numéro 1, avec juste les API mieux définies, et ensuite avec l'itération numéro 2, avec tout ce qui est prefetch. Donc on peut voir qu'entre le run 1 et le run 0, on a gagné 30% en redéfinissant bien les API. Donc c'était mieux, mais c'était toujours pas parfait. Et entre le run 0 et le run 2, donc quand on a à la fois les API mieux définies et tout ce qui est prefetch, on peut voir qu'on est passé de presque 1 seconde, 3 à 337 millisecondes, donc un gain de 74%. Là, on est déjà plus satisfait. Deuxième piste, on a regardé l'API filter, là on a vu qu'elle prenait pas mal de temps. Quand on regarde sur Silk, on voit qu'on n'a que 4 queries et qu'on passe très peu de temps en BDD. Donc là, le problème, il semble ailleurs. Quand on regarde un peu le profiler sur Silk, on voit qu'on passe beaucoup de temps dans Redis pour la connexion à Redis. On a 2 secondes passées dans la connexion à Redis. Et quand on regarde ce que nous propose Redis Insights, il nous dit de ne pas ouvrir une connexion à chaque fois qu'on va faire une requête. Et donc, on va plutôt mettre un pool de connexion qui va être disponible et ce qui va nous permettre de gagner en efficacité. Grâce à ça, on voit qu'on passe de 2,6 secondes à 336 millisecondes. Donc là, pareil, un fort impact. Côté backend Django, donc qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la gestion du pool de connexion qu'on vient d'évoquer ensemble juste avant. On a pas mal optimisé le code, on a optimisé les requêtes SQL et on a aussi réduit un certain nombre d'appels. Maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a visualisé un peu ce qui se passait dans chaque salle, on essaie de voir un peu la lumière au bout du tunnel et à nous voir les résultats.
Alors ça, c'est la preview une fois mise en prod. Donc c'est le dashboard Greylog en prod. Donc on voit qu'avant, on avait une ancienne API qui prenait 1,2 secondes à répondre. Et suite à la mise en prod, on est passé à 250 millisecondes, soit une amélioration de 80%. Donc on était plutôt content. Ensuite, on a pu voir que cette optimisation là, sur la preview, elle a eu des impacts un peu partout, parce qu'il y avait un peu du code mutualisé. Et ce qui est super chouette, c'est sur ce graphe-là, c'est avant la mise à jour, on voit qu'on est plutôt aux alentours des 2 secondes pour une requête interprétation, avec des pics qui vont jusqu'à 4 secondes. Là, on met à jour, tout de suite on voit qu'on a une chute, et qu'on est tout de suite en dessous de la seconde, donc c'est beaucoup plus satisfaisant aussi là-dessus. Ouais, c'est vraiment cet escalier, cette petite marche-là qui était hyper satisfaisante pour l'équipe, parce qu'on voyait vraiment que notre MEP avait un impact, et qu'on voyait vraiment les données. Le avant-après. Ouais. Donc c'est chouette, ça, on a une amélioration de 75%, pareil, les chiffres sont plutôt pas mal. Un petit snapshot de la semaine fin septembre, début octobre, donc ça c'était avant notre mise à jour. Ça c'est le temps total moyen à peu près par API, enfin les API globales. Donc on était autour de 1 seconde, 1 seconde, 2 quasiment. Et suite à la mise à jour, on peut voir qu'on est passé à 600 millisecondes donc pour les API globales. Donc on peut voir qu'on a un gain de 43%. Donc au final, ce travail sur des choses très ciblées ont pu avoir des impacts un peu partout dans le code. Donc ça c'est chouette aussi. Un petit tour sur la temporalité, donc combien de temps on a passé aussi sur ces divers sujets. Donc côté front, on a passé quand même une journée à peu près. Donc il n'y avait pas que ça, parce qu'on avait aussi des sujets annexes. Par exemple, quand je suis arrivé chez Novacom, on faisait de la pagination front, full front. Donc ça veut dire que 40 000 télédossiers, par exemple, on les gérait uniquement en pagination que vers le front. On avait fait ça aussi côté back. On s'est dit, du coup, pendant une journée, on a regardé un petit peu si on n'avait quand même pas fait des soucis. Spoiler, non, c'était bien de faire ça. On a passé pas mal de temps aussi côté cube avec les DevOps. Donc on n'a pas fait que juste augmenter CPU RAM, il y a eu beaucoup d'autres sujets derrière, parce qu'on avait des nodes qui tombaient, on avait d'autres choses. On a essayé d'améliorer aussi la stabilité. Côté réseau, on a passé à peu près 2 jours. Et côté base de données, environ 1 semaine à essayer de reproduire son environnement, à installer aussi PSG Stat Statement, qui est une extension qui permet d'un peu voir ce qui se passe côté base de données. Donc on l'a sur nos environnements de dev, mais pas sur nos environnements de prod. Et côté back, c'est là où on a passé le gros du temps, donc 6 semaines. Donc on peut voir quand même que, au final, on a passé 50% du temps de résolution là, ailleurs. Donc on a passé 2 semaines, 3 semaines et demie en fait à se balader dans le temple. Alors qu'en réalité, ouais, si on s'était mis directement en cause, on aurait pu aller sur le code directement, quoi. Donc soleil quand même sur le temple, c'est qu'on a eu quand même des bons retours. Désormais, on a eu vraiment du C fluide, on s'éclate, c'est plus rapide, ça marche au top, super amélioration. Tac, cœur. C'est quand même une communauté qui est hyper bienveillante, en fait, tout ce qui est médical, téléradiologie. Je l'ai un peu vu dans d'autres secteurs où quand les perfs n'allaient pas, on se faisait vraiment très, très violenter. Là, on a de l'humain derrière et les gens essayent de vraiment résoudre les soucis, donc c'est ça qui est vraiment chouette. Et quand on fait des choses bien, on est aussi récompensé par des jolis commentaires. Ouais, ce qu'on a apprécié, c'est vraiment que les PO, enfin les équipes de projet, nous fassent les retours des radiologues et qu'on ait, je sais pas, des petits screenshots de leurs messages. Et comme ça, c'est satisfaisant aussi de savoir qu'ils étaient contents. Alors, un autre truc aussi, c'est que côté support, pendant ce temps-là, eux, ils ont eu vraiment une grosse baisse des tickets. Ils étaient vraiment sous le flux, sur un flux incessant de tickets. Donc là, ils ont vu vraiment la différence quand on a fait une map. Alors, on a fait plusieurs en réalité. On dit qu'on a fait qu'une seule map, mais on a dû faire 6 versions, je crois. Ouais. Donc, plein de petits bouts, plein de petits tests. C'est vraiment la dernière qui a réussi à soulager tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de cette exploration du temple ? Premier point, observer tôt, agir tôt, avoir en tête le sujet des performances dès le début des développements, parce qu'au final, c'est un sujet qui peut vite nous rattraper. Reproduire les usages réels, ne pas se contenter de regarder ce qui se passe sur CI, ouais, c'est chouette, ça répond rapidement, alors qu'en fait, sur la prod, il y a peut-être beaucoup plus de données et beaucoup plus d'utilisateurs. Donc, essayer de reproduire un peu cette charge-là. Mesurer pour mieux agir, mettre en place des outils qui vont permettre de se rendre compte de ce qui se passe, notamment par exemple avec Greylog, que nous a présenté Geoffrey, qui est un outil super chouette. Se remettre en question, on a vu que le sujet du dev c'est arrivé très tard, alors qu'au final c'est lui qui a solutionné, qui a apporté pas mal de solutions. Donc ne pas hésiter
à réfléchir un peu à ce qu'on a fait aussi. Et puis le dernier point, sensibiliser l'équipe. Par exemple, on peut dire que le PO il va nous dire faites plein de nouvelles fonctionnalités, bah, c'est chouette, mais si elles rament en prod et que ça 1, 2, 3, ça ne fonctionne pas, bah, c'est pas terrible non plus. Donc il faut vraiment aussi prioriser ces sujets-là. Donc on a encore plein de sujets, encore plein de portes. Donc on est sur une appli qui a quelques années déjà, et notamment on est en train de travailler sur la mesure des perfs avant chaque release, donc avoir un environnement dédié via une pipeline qui va en fait exécuter des tests de charge automatisés, pouvoir récupérer des stats, mettre ça dans un joli graphe et de voir vraiment quel impact a cette version par rapport à l'autre version, histoire de pouvoir aussi anticiper les problématiques de perf qu'on aura en prod plus tard. On a l'extension pgstat statement aussi, qui est une super extension côté Postgre qu'on n'utilise pas encore en prod. Il fallait le temps de la mettre, c'est un peu long. Pour des raisons simplement de prod, quoi. On a des refactos aussi, comme toute vie d'une application, il faut savoir aussi, des fois, ça évolue, hein, il y a des features qui arrivent, il faut savoir faire du refacto, revoir un peu les choses, mais il faut aussi savoir prioriser, et puis le dire au PO, non, il faut qu'on fasse des petites parties progressivement. L'interprétation, c'est pareil, on ne respecte pas forcément non plus tout le temps les normes REST, enfin les recommandations REST sur des puts, des patchs, etc. Donc il faut revoir des choses, et puis plein d'autres trucs aussi. Mais globalement, on est sur la bonne voie. Bien, merci, on est largement en avance. On va avoir du temps pour les questions. Il y a le feedback qui est ici. Merci pour la présentation. Pour monsieur dont j'ai oublié le prénom. Geoffrey. J'ai vu dans tes précédentes expériences justement que tu as eu de l'ELK ou quoi. Est-ce que, par exemple, la stack ELK va remplacer Greylog et Silk, ou est-ce qu'il y a des fonctionnalités supplémentaires qui ne se trouvent pas dans Elastic? Bon, alors personnellement, j'avais travaillé avec ELK sur le même style, en fait, en faire des dashboards effectivement pour surveiller l'activité. Je le trouve personnellement mieux. Mais après, voilà, on est sur des Greylog étaient déjà installés, donc on a voulu vraiment réagir rapidement. Après, c'est quasiment kiff-kiff, quoi. Il va y avoir des fonctionnalités qu'on va voir ailleurs et pas, mais en tout cas, c'est une très bonne suite aussi ELK. On va peut-être même un peu plus loin, je pense, avec ELK sur les parties gratuites. Greylog, ça devient vite payant, mais c'est la même chose que, ouais. Merci. Merci pour la présentation. Juste une question, quand vous parliez de migrer vos clients au fur et à mesure, là, 5 par 5 de mémoire, du coup après vous avez travaillé sous stress pour essayer de trouver un petit peu les problèmes de perf. Est-ce que vous avez envisagé de remettre les clients dans l'ancienne version, ou c'était quelque chose qui n'était pas possible? Est-ce qu'il y avait un retour arrière possible? C'était quelque chose que demandaient même les clients. Il y a eu certains clients qui certains gardes qui se sont dit bon, on peut peut-être pas revenir sur l'ancienne plateforme, elle a l'air de mieux fonctionner, donc pourquoi pas. Et ben non, ça prenait quand même du temps, du travail et tout ça sur l'équipe de delivery qui avait fait ces migrations. Donc non, l'objectif c'était pas de revenir en arrière. Ok, merci. Bonjour, merci, c'était très intéressant. Moi j'ai une question, puisque ce qu'on peut en conclure, c'est quand même qu'il y avait une... Est-ce que vous avez pu changer en fait vos process de travail en équipe, parce que là j'ai l'impression qu'il y avait quand même des erreurs de conception à plusieurs niveaux, ou pas de conception mais peut-être plutôt de code. Est-ce que cette expérience a pu vous permettre d'optimiser et améliorer votre travail en équipe? Et de quelle manière? Ouais, clairement. Alors maintenant, on met vachement on fait plus d'ateliers pour définir vraiment ce qu'on va faire côté code. On a quand même pas mal. Les perfs, c'était déjà avant, mais on a quand même un œil très attentif maintenant aux perfs. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose qu'on mettait un peu de côté jusqu'à présent. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Ouais, par exemple, quand on parlait de mettre en place une pipeline là, sur chaque release, ça va permettre de rester vigilant à chaque fois qu'on fait des nouvelles fonctionnalités, qu'elles n'impactent pas les perfs et qu'on reste vraiment dans la bonne direction et que tout le monde ait bien ça en tête.
En fait, j'avais un peu la même question, c'était sur les tests de charge. Du coup, vous les faites en CI maintenant, c'est-à-dire vous avez automatisé ça au bout de la mise en prod. Et quel jeu de données vous utilisez sur le test de charge du coup? Est-ce que c'est de la donnée de prod, donc dans votre premier test que vous avez fait, ou est-ce que vous avez créé un jeu de test anonymisé entre guillemets? Alors en fait, on recrée un jeu de test anonymisé. On lance toujours les mêmes tests, les mêmes nombres de dossiers sur la même plateforme. Et donc c'est encore en cours de création, mais le principe c'est vraiment de faire avoir toujours le même jeu, toujours la même plateforme, toujours la même chose. Pour que ça ait quelque chose de mesurable en fait, sinon après ça va être des choses un petit peu compliquées à mesurer. Alors pour l'instant c'est en CI, mais on essaie de faire une plateforme plutôt isoprod, parce que c'est quand même vachement plus intéressant. Alors après il faut qu'on trouve une sorte de ratio pour savoir si c'est mieux là, ça sera forcément mieux en prod. Mais, C'est-à-dire que vous êtes capable de dire on ne livre pas en prod parce que le test de charge n'est pas passé? Ah oui, clairement, hein, ça peut être un no-go. Ouais. On est sur un domaine trop sensible pour s'autoriser des problématiques de perf. On se fait coincer les doigts une fois, mais pas deux. C'est ça, clairement. Oui, merci pour la presse et votre retour d'expérience. En complément, moi je vous conseille d'utiliser un outil type Sentry, je ne sais pas si vous connaissez, qui à la base fait du crashlytics, ça détecte les erreurs, ça les remonte sur une plateforme, mais depuis il a évolué cet outil, et il fait aussi du profiling, notamment de la partie back, il va vous remonter automatiquement quel endpoint est lent, ou même des fois quelle requête SQL va être lent, et ça gère aussi les gestions de release. Vous pouvez en fait enregistrer chaque release et avoir des métriques, ou savoir dans quelle release il y a des régressions, etc. Donc je vous conseille de regarder, surtout que c'est un outil c'est un SaaS payant, mais il existe aussi en open source. Donc vous pouvez l'auto-héberger dans un contexte médical. Oui, carrément. En fait, on l'utilise même déjà. On ne l'a pas mis ici, mais parce qu'on ne s'en sert pas bien, en fait. Mais on a vu qu'il y avait des dashboards, des métriques, etc., qui sont intéressantes. Donc, je pense que ce sera une étape prochaine d'exploiter cet outil à fond. Ouais. Et ouais, merci pour le tips. Merci pour la présentation. Moi, j'ai une petite question concernant les autres problèmes de perf, parce que les health checks à 600, 700 millisecondes, c'est quand même un problème. Oui. Donc, est-ce que vous avez réussi à identifier Oui, absolument. Ouais. Donc, en fait, le problème, c'est que la façon dont c'est fait, le health check va faire des choses en base de données. Il y a ajouter une donnée, supprimer la donnée, faire des choses. Donc, forcément, quand la base n'est pas bien, le health check n'est pas bien non plus. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on améliore. On a eu des soucis aussi sur les liveness, les readiness côté Celery, donc côté cluster cube. On a des choses qui allaient faire des appels réseau et qui mettaient aussi en carafe les perfs. Donc il y a des petits trucs par-ci par-là qu'on corrige et qu'on fixe. Mais ouais, clairement, c'est pas normal qu'un check mette autant de temps. Ok, merci. Vous avez parlé de mettre des ressources supplémentaires un peu partout pour voir si ça améliorait. Je me demandais si vous aviez rebaissé, en fait, du coup, parce que c'est alloué peut-être des ressources un peu inutiles. Oui, en général, les DevOps mettaient un petit coup et puis après ils disaient non, ça sert à rien, donc on remettait. Ça sert à rien de gâcher vraiment des données, enfin des perfs comme ça, ouais, c'est sûr. Et de manière plus générale, justement, avec vos tirs de perf, est-ce que vous avez essayé de baisser plus les ressources allouées pour voir si ça atteint les mêmes perfs ou c'est... Ça serait à tester, ouais. C'est une bonne idée, ouais. Faudrait qu'on teste ça, ouais. Bonjour, merci pour le talk. Je me demandais, est-ce que vous aviez aussi du monitoring du CPU, à la fois du back-end et de la base de données, pour voir à quel point l'un pouvait être le bottleneck du problème? Côté base de données, tu veux dire? À la fois côté back-end, et à la fois côté base de données, l'un comme l'autre. Alors oui, on en avait aussi. Je ne pourrais pas donner trop les... Utiliser Grafana peut-être? Ouais, on avait du Grafana là-dessus sur les pods côté back, mais c'était côté base de données surtout, on était au taquet au niveau CPU. Donc, ouais. Mais côté back, on n'avait pas trop de charge, pas plus que ça, globalement. Ok. Merci beaucoup pour le talk. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez aussi regardé du côté peut-être des caches
notamment quand vous aviez beaucoup d'appels 98, là, peut-être que des fois c'était les mêmes appels ou que sur toutes vos API vous appeliez refait chez le user en base ou des choses comme ça. Donc, est-ce que vous aviez essayé d'optimiser, d'améliorer votre gestion avec des caches? Ouais, carrément. En fait, on utilise aussi Redis et c'est déjà mis pas mal en place. Donc, on avait regardé ça. L'utilisation des caches était pas mal utilisée et bien utilisée pour le coup. Donc là, ce qui nous avait posé problème, c'était juste la gestion de la connexion, d'ouvrir une connexion Redis à chaque fois. Et ça n'était pas très efficace. Mais ouais, on avait déjà pisté ce sujet. Merci. Ben, si c'est bien, on peut s'arrêter là. Merci.